Madame, Monsieur, c'est le 26 Info de ce vendredi 25 mai 2018. Vous faites bien de nous rejoindre. Le sommaire. Suite à la mort du petit Femi Jean-Eudes Laorou, décédé d'un cancer de sang, le ministère de la Santé a apporté quelques clarifications à l'opinion publique. C'est à travers un point de presse qui vient en réponse à la polémique entretenue dans les réseaux sociaux. La dernière décision de l'ARAC relative à la suspension de l'organe de presse écrite La Nouvelle Tribune continue de susciter beaucoup de réactions. Les professionnels des médias se sont prononcés sur la dite décision. Et puis, la saison des pluies bat son plein actuellement à Cotonou. Dans quel état se trouvent certaines de nos écoles? ETélé est allé dans les quartiers de Vossa et de Yemikoji pour faire le constat. Madame, Monsieur, bonsoir. Suite à la polémique dont font montre les réseaux sociaux et certains médias sur la mort du petit Femi Jean-Eudes Laorou, décédé d'un cancer de sang, le ministère de la Santé a apporté quelques clarifications à l'opinion publique. Et ceci à travers un point de presse tenu ce vendredi 25 mai dans le dit ministère. Karine Adeniyi et Olivier Godossou pour les propos recueillis. Avant toute chose, je présente au nom du ministère de la Santé et des hautes autorités, mes condoléances les plus sincères à la famille éplorée. Je voudrais saisir la présente occasion pour apporter quelques clarifications sur certaines informations distillées au sein de l'opinion et qui sont visiblement de nature à saboter les efforts qu'entreprend le gouvernement du président Patrice Talon pour assurer aux Béninoises et Béninois l'assistance nécessaire à leur bien-être et à la préservation durable de leur santé. Le gouvernement du Bénin a mis tout en œuvre pour que l'enfant Femi Jean-Eudes Laorou recouvre durablement sa santé. Je n'en veux pour preuve que les actes après posés par le ministère de la Santé. Le 3 septembre 2015, le Conseil de santé a autorisé son évacuation sanitaire à l'hôpital Light Company of Mary en Afrique du Sud, et les fonds nécessaires à cette évacuation ont été libérés. L'enfant Femi Jean-Eudes Laorou a été évacué et soigné en Afrique du Sud. À plusieurs reprises, l'enfant a été en Afrique du Sud pour des contrôles. Outre la disposition des fonds pour le paiement des frais de soins et d'hospitalisation, l'enfant Femi Jean-Eudes Laorou a bénéficié de rendez-vous supplémentaires. À titre illustratif, on peut citer les rendez-vous du 22 avril 2017 et du 20 juin 2017. Les services compétents de la Direction nationale de la santé publique, en liaison avec Paris Hospital Foundation, travaillait toujours à finaliser le dossier lorsque les réseaux sociaux ont commencé à relayer l'information sur le décès de l'enfant. Pour finir, je voudrais une fois encore présenter mes condoléances à la famille de l'enfant Femi Jean-Eudes Laorou et dire qu'à aucun moment les services du ministère de la Santé ainsi que PHF n'ont failli à leur devoir. Lancement ce jeudi 24 mai 2018 à l'Infosec de l'appel à proposition 2018 des organisations de la société civile. C'est une initiative du programme Renforcement et participation de la société civile et de ses partenaires. Elle vise à promouvoir l'implication des citoyens dans le processus de développement inclusif de la gouvernance démocratique au niveau national et local. Compte rendu Clovis Brice Afoukou, Mathias de Souza.
1,796 milliard de francs CFA. C'est l'enveloppe financière que le programme Renforcement et Participation de la société civile REPASOC veut mettre à disposition des organisations de la société civile. Cette cagnotte servira au financement des différents projets qui seront sélectionnés au thème du présent appel à proposition. Dans le cadre du projet REPASOC, il s'agit de renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans la perspective de favoriser leur professionnalisation, voire même de favoriser leur spécialisation pour que ces acteurs soient à même de contribuer à la qualité de la gouvernance dans chaque secteur de politique publique pour l'atteinte des objectifs. C'est en cela que la présente cérémonie trouve toute sa justification et sa pertinence, d'autant qu'elle permettra, à travers le projet bien sûr, de financer plusieurs initiatives de projets, non seulement pour instaurer et favoriser des cadres et mécanismes de concertation et de dialogue État-société civile à l'échelle nationale et sectorielle. L'Union européenne attache une attention particulière à la vie démocratique locale, raison de son engagement dans ce projet aux côtés du gouvernement. L'Union européenne attache une attention particulière à la vie démocratique locale. Occasion unique pour les citoyens de faire entendre leur voix dans la mise en œuvre des actions de proximité qui touchent leur quotidien. L'appel à proposition que nous lançons ce jour permettra précisément d'agir dans ce sens et d'appuyer les initiatives locales portées par les organisations de la société civile. D'un montant total de 1,796 milliard francs CFA, cet appel à proposition s'articule en réalité autour de 4 thématiques spécifiques. La première étant l'amélioration des services sociaux de base aux populations. Le deuxième étant la promotion du développement économique local. Le troisième étant la promotion de la culture. Et le quatrième étant la promotion de la bonne gouvernance locale. Je voudrais donc saluer l'Union européenne, à travers ses différents dirigeants, de se maintenir avec autant de qualité aux côtés du gouvernement pour apporter ce soutien à la société civile. L'Union européenne et le gouvernement ne peuvent pas décider que toutes les associations, quel que soit leur projet, doivent être renforcées. C'est pour cela qu'il faut faire un appel à contribution, à sélection, par voie de contribution, pour renforcer les meilleurs, pour faire en sorte que les meilleurs, qui se sont déjà relativement professionnalisés, aillent renforcer les autres au plan local. À compter de ce 24 mai 2018, les organisations de la société civile disposent de 45 jours pour soumettre leurs différents projets au REPASOC. La dernière décision de la HAC relative à la suspension de l'organe de presse écrite, la Nouvelle Tribune, continue de susciter beaucoup de réactions dans le rang des professionnels des médias. Au sein de la corporation, cette décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est diversement appréciée. Certains journalistes ont bien voulu donner leur avis au micro E-Télé de Dieudonné Babatunde et Charbel Kiki. Écoutez-les. Je respecte l'appréciation qu'a faite le président de la HAC par rapport aux faits incriminés. Il est de son droit d'apprécier, mais j'avoue que quels que soient les dérapages entre griffes constatés, j'avoue que rien ne peut nous amener à accepter qu'on suspende un organe de presse, qu'on ferme un espace de liberté. Vous voyez, ce qui veut dire que on pourrait, pourquoi pas, faire des rappels à l'ordre à ce journal. On pourrait amener les responsables à comprendre la gravité des actes qui seraient amenés à poser. Mais fermer l'organe de presse,
moi ça me pose un problème. Je suis peiné par rapport à la décision, mais au même moment, j'invite tous nos confrères, tous nos aînés à être professionnels dans le traitement de l'information. Je ne donne aucune leçon de la déontologie, je ne donne aucune leçon de presse à mon aîné Vincent Folly, mais je voudrais qu'à un moment donné, nous puissions nous-mêmes être conscients et dire qu'avant d'utiliser une expression, encore qu'on parle du chef de l'État, qu'il va falloir prendre un peu de la retenue. Vous avez tous lu le contenu de la décision, comme moi certainement, et moi je pense qu'à un moment donné, mes confrères du journal La Nouvelle Tribune sont allés un peu trop fort par rapport au traitement de l'information. Nous parlons de liberté d'expression et il faut que le journaliste soit en mesure d'exercer son métier en toute liberté. Et ces genre de situation ne peut pas continuer si nous voulons d'une presse libre, d'une presse professionnelle. On devait s'y attendre. Et autre que la Nouvelle Tribune, il y en a également dans les rangs qui doivent commencer par se ranger. Parce que ça ne sert à rien de vouloir diffamer qui que ce soit ou de dire ce qui n'en est pas. Il y a l'information, on dit souvent que l'information est sacrée chez nous. Mais pas parce qu'on est contre quelqu'un qu'il faut utiliser des mots pouvant choquer, pouvant blesser pour relever cette information. Parce qu'à travers la parole, on peut créer la 3e guerre mondiale. C'est une décision, en tout cas pour moi, qui est la bienvenue. Et beaucoup d'entre nous, nous devons rentrer dans les rangs si on ne veut pas se voir être suspendu comme la Nouvelle Tribune. Cotonou vit des périodes de pluie en ce moment. C'est l'occasion d'aller voir comment les enfants arrivent à gérer cette période alors que les cours se poursuivent dans les écoles. Nous sommes allés à Vossa et à Yemikoji, commune de Cotonou, pour faire le constat. Emmanuel Odilon Koukoubou, Pierre Agbakwe. Cotonou en saison des pluies, cela rime avec inondation, un fait qui n'épargne pas les écoles. Oui, l'école même est inondée. École inondée, ses alentours inondés, même le quartier inondé. Finalement, les enfants n'ont plus de choix, il faut passer dans l'eau. Si la pluie tombe pour venir à l'école, on passe dans l'eau pour venir à l'école. On passe dans l'eau pour aller à l'école. On plie les robes pour ne pas mouiller. C'est ce qui se passe ici à Vossa, zone inondée. C'est pareil à Yemikoji. C'est vrai, l'école se situe sur la terre ferme. Mais les élèves, la plupart de nos élèves vivent dans des bas-fonds. De façon à ce que s'il y a la pluie, là c'est vraiment difficile. Pour venir à l'école, vraiment, nos enfants ont beaucoup de difficultés. Puisqu'il n'y a pas... Les voies ne sont plus praticables. Et les parents sont obligés de les amener à l'école. Pendant la saison pluvieuse, les enfants ils souffrent beaucoup ici. Parce que d'abord, le bas-fond est vraiment sale et il y a beaucoup de microbes. Et malgré cela, on sent que les enfants ils défèquent encore dans l'eau et ils passent encore dans l'eau. On a constaté que les enfants ont assez de difficultés à aller à l'école parce que là maintenant il y a une école qui est là et qui empêche les enfants d'aller à l'école aller-retour. Donc surtout quand la pluie commence, les enfants entravent ces difficultés. Des difficultés qui ne sont pas sans conséquences. Aussi les populations, on dirait que grâce à ce bas-fond, ça leur permet de jeter les ordures, les tas d'ordures, donc ce qui à un moment donné inonde et qui dégage, n'est-ce pas, des odeurs nauséabondes, ce qui peut ruiner la santé des enfants et la santé de la population. Si on passe dans l'eau, il y a des enfants qui tombent des maladies de paludisme. Pendant les saisons pluvieuses, beaucoup de nos enfants tombent malades, le paludisme. Vraiment, ça fait que même les cours, on peut venir au cours dans la même journée, nous pouvons enregistrer comme cas de maladie 6, 7, pourquoi pas même une dizaine. Ce qui fait que ça perturbe un peu les cours normalement. Si l'eau est plus beaucoup là, les maîtres nous disent de rester à la maison pendant une semaine.
Si l'eau part, on revient. L'eau était si abondante que les enfants, les petits-enfants, puisque nous avons une école maternelle, et ces enfants-là ont droit d'aller à l'école. Vous voyez, il ne serait pas bon que d'autres soient en classe et d'autres se retrouvent à la maison. Donc on était obligé de dire aux enfants de rester à la maison pendant une semaine. Je demande à l'État de faire des pavés pour nous aider à arriver à l'école, pour que nous ne tombions pas de malades. Comme elle, tous les enfants des écoles en zone inondée espèrent le secours de l'État. Du sport, avant de refermer cette édition, la Serbie sera bel et bien présente à la prochaine Coupe du Monde de football Russie 2018. 8 ans après leur dernière participation au mondial, les Serbes seront en Russie pour se hisser loin dans la compétition. Considérée comme une des équipes les moins cotées, la Serbie a tout de même des potentialités à faire valoir. Bruno Soali nous emmène à la découverte de l'équipe de la Serbie. On regarde. Si la Serbie a connu plusieurs fois une mutation de nom, son histoire au football reste immuable. Bien que sa fédération de football ait été fondée en 1919, la sélection nationale n'existe véritablement qu'après 1922. Entre 1920 et 1922, les joueurs de l'actuelle Serbie évoluent en équipe de Yougoslavie, ancien nom de la Serbie. 1992, la sélection est appelée équipe de la République fédérale de Yougoslavie entre le 15 janvier 1992 et le 4 janvier 2003, puis appelée équipe de Serbie-Monténégro entre le 4 février 2003 et le 21 juin 2006, avant de devenir tout simplement la Serbie jusqu'à ce jour, le Monténégro étant également un État à part. Le football est introduit dans ce pays en 1896 par le juif Hugo Bulli, qui ramène avec lui un ballon comme souvenir de ses études en Allemagne. Après avoir subi des mutations de nom, c'est à la Coupe du Monde 2010 que l'équipe se présentera pour la première fois en Coupe du Monde sous son nouveau nom de Serbie. L'emblème de l'équipe est la croix serbe, ses couleurs, le rouge et le blanc, et son surnom, les Aigles Blancs. Pour se qualifier à la Coupe du Monde 2018, la Serbie a terminé en tête du groupe D dans la zone Europe, devant l'Irlande, le pays de Galles et l'Autriche. Malgré la qualification, la Fédération serbe de football licencie son sélectionneur pour, entre autres raisons, le fait que ce dernier refusait de faire jouer Milankovic-Savic ainsi que Radonjic. Depuis, c'est donc un de ses adjoints qui est aux commandes de l'équipe. En Russie, les Aigles Blancs de la Serbie seront menés par des cadres expérimentés, à l'image du milieu de terrain de Manchester United Matic ou encore Alexander Kolarov de l'AS Rome et Branislav Ivanovic du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est d'ailleurs Kolarov qui justifie sa réputation le 5 septembre 2017 face à la République d'Irlande en plaçant une frappe limpide sous la transversale. Capitaine de la Serbie depuis 2012, Ivanovic, lui, est considéré comme la star de l'équipe. L'ancien défenseur de Chelsea, triple champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions, a récemment franchi le cap des 100 sélections avec la Serbie. De la Yougoslavie à la Serbie en passant par la Serbie-Monténégro, le pays aura participé au total 12 Coupes du Monde, y compris celle de 2018, et sera à sa deuxième Coupe du Monde en Russie sous le nouveau nom de la Serbie. Devenue il y a plus de 10 ans la Serbie, les Aigles Blancs ont disputé leur premier match international officiel en tant que Serbie indépendante le 16 août 2006 pour une victoire face à la République tchèque où Pavel Nedved disputait son dernier match. Le plus capé de l'histoire du football serbe est Stankovic, en attendant l'éventuel record à battre par Ivanovic, et le meilleur buteur reste Savo Milosevic. Ce sera tout pour ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention tout au long de cette semaine. Le soir se poursuit avec Priscilla Imelda Pogwime. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.